Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une fonction clé en loge maçonnique, celle du vénérable maître. Qui est cette personne? Quel est son rôle au juste? On sent que c'est plus qu'un simple président, non? Ah oui, tout à fait. C'est vraiment la figure centrale. On l'appelle parfois le premier maillet. Son rôle est à la fois très symbolique et en même temps extrêmement concret au jour le jour. Symbolique et concret. Oui, il incarne la direction de la loge, sa sagesse si on veut, mais il est aussi celui qui veille à ce que tout fonctionne bien. D'accord. Alors concrètement, quelles sont ses responsabilités? On lit qu'il met la loge au travail, qu'il dirige les rituels, les initiations. C'est lui le maître des cérémonies alors? C'est ça. Il est le garant de la bonne tenue du rituel. Il est responsable en principe de tout ce qui se passe en loge. Tout? Enfin, responsable, oui, mais attention, il ne dirige pas seul, c'est important. Pour toute la gestion, l'organisation, il s'appuie sur ce qu'on appelle son collège d'officiers. Son collège d'officiers. Oui, c'est une équipe d'une dizaine de personnes environ qui l'aident, qui l'assistent. C'est une direction partagée, collégiale, quoi. D'accord. Et puis, il a aussi des tâches administratives assez classiques, comme un président d'association, parce qu'une loge, c'est aussi une association sur le plan légal. Logique. Et surtout, un point essentiel, il est le lien avec l'obédience, l'organisation plus large à laquelle la loge appartient. Ah oui, la transmission. Exactement. C'est un rouage de transmission crucial. Tout passe par lui, les informations qui montent, celles qui descendent, il a une vraie responsabilité là-dessus. Donc, gardien du rituel, gestionnaire, et ce lien essentiel, on le décrit aussi comme une représentation symbolique de l'union de la loge. Ce n'est pas forcément le frère le meilleur. Non, pas nécessairement le plus savant, ou le meilleur comme vous dites. C'est plutôt celui qui est au centre de l'union. Sa mission première, c'est de préserver l'intégrité des membres. L'intégrité. Oui, que chacun se sente à sa place. Important. Et veiller au bon fonctionnement du groupe, à l'harmonie. C'est primordial. Maintenir la cohésion, donc. Voilà. Il doit être capable, comme on dit parfois, d'écouter et de réunir ce qui est part. Rassembler les frères, créer du lien, malgré les différences. Ça demande un sacré équilibre. Et j'imagine des qualités particulières. Ce n'est pas juste être un bon organisateur. Ah non, loin de là. Les textes insistent sur l'expérience maçonnique, bien sûr, mais aussi l'honnêteté, la sincérité, la courtoisie, et en même temps, une certaine fermeté pour faire respecter les principes. Fermeté et courtoisie. Oui, il faut qu'il soit estimé par les autres membres, qu'il ait une bonne connaissance de ce qu'on appelle l'art royal. Mais la qualité qui revient souvent, c'est la sagesse. La sagesse. Qu'est-ce que ça recouvre exactement ici? C'est être capable d'avoir une vision pour le travail de la loge, savoir mettre de côté ses préférences personnelles, agir au nom de tous. L'humilité est très importante. L'humilité. Oui, et savoir écouter. Écouter plus qu'il ne parle, même s'il doit avoir une certaine aisance à l'oral. Il est là pour rassembler, je le revis. On parle aussi d'assiduité, de discrétion, de disponibilité. Tout à fait. C'est un engagement qui demande du temps. Il doit donner beaucoup de sa personne, partager son savoir, sans forcément attendre en retour. On dit même parfois que vénérable, ça peut être lié à apte à l'amour fraternel évidemment. C'est un mélange de rigueur pour le rituel, le travail, et de bienveillance, de clémence pour les frères. Ça doit pas être simple tous les jours, hein. Non, c'est un défi. Gouverner avec rigueur pour le travail initiatique et en même temps avec clémence pour soutenir ceux qui en ont besoin. Vigilance, persévérance. Ce n'est pas une charge facile, vraiment pas. Ça demande un engagement fort et des qualités personnelles qui sont reconnues. Et comment on accède à cette fonction? On est nommé, élu, Il est élu par les maîtres de sa loge. et ça dure combien de temps? Alors, la durée du mandat peut varier. Mais si on prend l'exemple du Grand Orient de Suisse, le mandat est généralement de 3 ans. 3 ans. Oui. Mais attention, ce n'est pas automatique. Chaque année, il doit y avoir une réélection. La confiance des maîtres doit être renouvelée annuellement. Ah, d'accord. Et cette élection, elle est, comment dire, préparée en amont? Souvent, oui. La succession est souvent un peu anticipée. Parfois, le vénérable maître qui termine son mandat consulte les anciens vénérables maîtres. Ou alors c'est quelqu'un qui a déjà occupé différents postes importants au sein du collège d'officiers. Une sorte de parcours? Oui, une sorte de filière si on veut. Mais au final, la décision appartient au maître qui vote. Et là aussi, il y a une idée de transmission. Il reçoit la charge de ses prédécesseurs. Il s'inscrit dans une chaîne. Exactement, dans une chaîne de transmission. Et il devra lui aussi transmettre cette charge ensuite. Bon, pour résumer, être vénérable maître, c'est vraiment bien plus qu'un titre honorifique. C'est une responsabilité,
exigeante, un peu un guide spirituel, un gestionnaire, un gardien des traditions et un pilier de la fraternité. Tout ça en même temps. C'est tout à fait ça. Au-delà des tâches, des qualités requises, l'essence de la fonction, c'est peut-être vraiment cette double idée d'unité et de transmission. Unité et transmission. Oui, la charge demande pas seulement de diriger, mais surtout de servir, d'incarner les valeurs qu'il est censé transmettre. Il agit un peu comme un catalyseur pour le développement de chacun et l'harmonie du groupe. Hmm. Et ça soulève une question finalement. Comment cet idéal, qui est quand même très exigeant, comment il se vit au quotidien? Comment celui qui occupe cette fonction arrive à concilier tout ça dans la pratique de tous les jours?